Bonjour Manuel Valls. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes ministre d'État, ministre des Outre-mer. On va bien sûr parler de Mayotte notamment et du département. Mais tout d'abord, monsieur le ministre, cet accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, cet accord de libération des otages, de 33 otages sur 6 semaines en échange de très nombreux prisonniers palestiniens. Le tout à partir de dimanche, après 15 mois de guerre. Est-ce que vous êtes rassuré ce matin pour que cet accord tienne? Comment vous réagissez? D'abord, j'espère toujours, depuis plus d'un an et demi, je me bats comme beaucoup pour le retour de tous les otages, de nos compatriotes. Il ne faut jamais oublier que nous avons perdu 40 des nôtres, des franco-israéliens, que nous attendons aussi encore. Nous ne savons pas quel est leur sort. Nos compatriotes Ohad et Ofer, j'espère qu'ils seront très vite libérés. Attendons, parce que je vois qu'il y a encore des discussions au sein du cabinet israélien, pour que cet accord soit mis en œuvre. Enfin, j'espère qu'ils reviendront. Il faut penser à ces otages, victimes comme des centaines de personnes des attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023. Enfin, dites-vous, Manuel Valls, accord de cessez-le-feu avec encore certainement beaucoup de réglages, de mise au point, mais ce n'est pas la fin de la guerre. Non, ce n'est pas la fin de la guerre, ce n'est pas la fin de l'histoire. Rendez-vous compte, mais vous le savez, depuis un an, le paysage de cette région a été totalement changé. Sans doute, grâce à la réaction, à la capacité d'Israël, l'Iran est affaibli, le Hezbollah est affaibli, Bachar est tombé, le Liban a enfin un président, et cela aussi grâce à l'action diplomatique de la France. Donc toute la région, tout le Proche et le Moyen-Orient sont bouleversés par ce qui s'est passé. Mais bien évidemment, d'autres questions vont être posées. Comment demain reconstruire Gaza? Comment arriver à une paix durable? Avec qui? Sans aucun doute jamais avec le Hamas, avec une autorité palestinienne, mais qui a besoin de se régénérer. Oui, le temps de la diplomatie, de la politique, va incontestablement s'imposer. Mais la guerre contre le terrorisme, contre l'islamisme, contre les frères musulmans, cette idéologie totalitaire qui nous mène aussi la guerre partout en Europe et en Occident, cette guerre-là, elle n'est pas terminée. Vous avez parlé du rôle de la France. La réaction du président Emmanuel Macron a suscité de nombreux commentaires. On va le voir s'afficher à l'écran, et je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1, lorsqu'il évoque le calvaire injustifiable des Gazaouis après 15 mois de guerre. Alors évidemment que les souffrances des Gazaouis sont immenses, mais Manuel Valls parlait de calvaire injustifiable après 15 mois, donc juste après le 7 octobre. Est-ce que vous auriez employé le même qualificatif? La responsabilité de cette guerre, avec ses morts, ses victimes, ses souffrances, elle incombe d'abord et avant tout au Hamas. Si le Hamas n'avait pas attaqué Israël, il n'y aurait pas eu cette guerre. Si le Hamas avait tout de suite délivré, rendu les otages, la paix ou le cessez-le-feu se serait imposé. Donc c'est le Hamas qui porte cette responsabilité. Oui, les Gazaouis ont beaucoup souffert. Et ils souffrent évidemment encore, puisqu'ils sont sous la férule du Hamas. Moi, je rappelle en permanence, notamment à ceux qui défendent la cause du Hamas, que là-bas, les femmes sont cachées, que les homosexuels sont pourchassés et massacrés, qu'il n'y a pas de démocratie. Donc oui, il y a eu un calvaire, une souffrance des Gazaouis, mais il y a aussi la souffrance des otages, de leurs familles et d'Israël qui a été violemment attaqué il y a plus d'un an. Bien, je note que vous n'avez pas repris le mot injustifiable. Le président Donald Trump, Manuel Valls, pas encore installé à la Maison-Blanche, mais il a immédiatement réagi. Son rôle, l'impulsion qu'il a donnée à ses pourparlers ont été déterminants, semble-t-il. C'est important aujourd'hui, et ce qui va aussi advenir quand il sera effectivement à la Maison-Blanche? La diplomatie américaine, là en l'occurrence avec l'Égypte et le Qatar, a agi. L'équipe de Joe Biden, son secrétaire d'État, a obtenu évidemment ce résultat. Mais c'est long. C'est long parce qu'on parle de 33 otages. Mais les autres, dans quel état vont-ils revenir? Les hommes, les femmes. On sait que dans la dernière phase, des corps vont être ramenés. Donc nous verrons aussi quelles vont être les réactions dans la société israélienne. Il y a une très grande souffrance. Tous les samedis, il y a des rassemblements. Il y aura
d'ailleurs un autre rassemblement à Paris aussi samedi qui était prévu en lien avec ce qui se passe à Tel Aviv. Donc c'est ces souffrances-là. Et ma question, c'était sur l'effet Trump. Ah, mais l'effet Trump, à partir de lundi, déjà, il va bouleverser le monde. Ça, nous le savons. Nous rentrons avec d'ailleurs un certain nombre d'inquiétudes suite à ces déclarations. Mais parfois, il peut le bouleverser pour de bonnes choses. Sur Israël, sur le Proche-Orient. Il a déjà, lors du premier mandat, changé un certain nombre de choses, incontestablement. Je suis plus inquiet après ces déclarations sur le Groenland, sur le Canada, sur le canal de Panama. Donc, il faut se préparer à ces changements. Raison de plus pour que l'Europe, face à cela, ait son mot à dire, soit forte. Et de ce point de vue-là, je pense que la France a toujours un mot à dire. Toujours un mot à dire ? Toujours, oui. En ce moment, vous savez, moi, on parle d'une influence vraiment de moins en moins importante. Je ne crois pas. Je ne crois pas. La France a joué son rôle au Liban, nous venons de le dire. Je ne suis jamais dans un discours pessimiste sur la France. Et le fait d'être ou pas au gouvernement ne me fera pas changer sur ce discours. Vous savez, j'évite la langue de bois. Nous sommes affaiblis par la situation politique intérieure, ou par la crise de nos finances publiques, mais nous restons une grande puissance politique et militaire. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. La voix de la France porte, mais pour être fort aujourd'hui dans le monde, il faut être dans un ensemble, et cet ensemble, c'est l'Europe. Sacré défi que va nous poser l'arrivée de Donald Trump, notamment dans notre soutien à l'Ukraine, dans le réarmement que l'Europe doit s'imposer. Donc beaucoup de pays sont en train de s'armer dans tous les sens du terme, et notamment à travers leur défense. Je pense à la Pologne. Nous aussi, nous avons une trajectoire budgétaire pour être plus forts. Bon, et le pays que nous sommes et qui a l'arme nucléaire a des responsabilités que d'autres pays n'ont pas. Sûr. Rapport de force, vous nous direz s'il faut l'engager également avec l'Algérie notamment. Mais tout d'abord, retour à l'actualité politique française, Manuel Valls. Tandis qu'une motion de censure de la France insoumise sera examinée tout à l'heure à l'Assemblée, Jean-Luc Mélenchon a mis la pression sur les élus du NFP qui seraient tentés de ne pas la voter en les menaçant d'investir donc des candidats insoumis sur leur circonscription des députés socialistes. Que vous inspire cette méthode ? La pression, l'intimidation, l'accusation de traîtrise, c'est l'apanage de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis. C'est pour ça que j'ai théorisé depuis très longtemps les gauches irréconciliables. On ne peut pas pacter, on ne peut pas travailler, on ne peut pas gouverner avec la France insoumise. Mais voyez-vous, Sonia Mabrouk, aujourd'hui, le courage en politique, le courage, c'est de dialoguer, c'est de tenter des compromis. Il n'y a pas d'autre solution, vu la situation à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a dit d'ailleurs François Bayrou, mais le compte le Premier ministre. Selon les socialistes. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin à votre ancienne famille politique ? Est-ce que vous imaginez tout à l'heure qu'ils votent la censure ? Je ne sais pas, c'est leur choix, je le respecte, mais je trouve que précisément, ils ont été courageux autour d'Olivier Faure et de Boris Vallaud, de s'engager. Oui, parce que précisément... C'est courageux de discuter aujourd'hui. Oui, exactement, mais ça peut être étonnant dans une assemblée fracturée, dans un pays aussi qui est divisé. L'idée d'imposer ou qu'un bloc, parfois minoritaire, impose à l'autre ses théories et ses idées est absurde. Je pense qu'on a besoin de dialogue. Est-ce qu'on peut sortir dans des sociétés de plus en plus tendues, chacun d'entre vous l'analyse, où les idéologies s'affrontent, où le bruit aujourd'hui s'impose, où la raison, le sens commun, l'intérêt général ont du mal à se frayer un chemin. Donc oui, moi je pense qu'il faut dialoguer, trouver des solutions avec les uns et les autres. Écoutez, pas plus tard qu'il y a quelques heures, j'ai quitté le Sénat à 1h30 du matin, avec tous les groupes, avec tous les parlementaires, on peut trouver un chemin. Ce qu'on fait sur les Outre-mer, on ne pourrait pas le trouver pour le budget de la France. Vous parlez de dialogue, donc moi j'associe le dialogue au respect. Est-ce que c'est respectueux quand un collègue, M. Rebsamen en l'occurrence, affirme qu'il ne respecte pas du tout le RN ? Mais on peut avoir des convictions et des valeurs, et moi je combats le Rassemblement national. Combattre les idées et respecter. Au sein du Parlement, moi je respecte tous les parlementaires. Il y a deux parlementaires. Vous respectez le Rassemblement national ? Mais je respecte tous les parlementaires. Le Rassemblement national ? Je respecte toutes les formations politiques le RN qui sont dans l'enceinte. Mais je respecte ceux qui sont prêts à dialoguer, à travailler. Ah, donc pas LFI, M. Valls. Mais je sens, aujourd'hui, ils ne sont pas dans ce dialogue. Mais il y a deux députés à Mayotte. Une qui appartient au groupe Lyotte, ces élus qui sont plutôt au centre de l'échiquier, et une autre qui est du Rassemblement national. Je pas nier le dialogue avec elle. Elle représente des compatriotes qui sont aujourd'hui en train de souffrir. Après, on s'affronte sur les idées, sur les propositions, sur les valeurs.
pensez que là, je vais commencer à juger et à distribuer Pardonnez-moi, c'est important. Vous avez un bons groupe, points. le RN, qui pourrait être titillé d'aller vers la censure. Donc, ce n'est pas une question anodine. Moi, je ne suis ni pour l'exclusion, ni pour essayer d'enlever, d'écarter du jeu politique les uns et les autres. J'ai écouté l'orateur du Rassemblement national à l'occasion du discours de politique générale de François Bayrou. C'était très dur, c'était violent sur le fond. Il s'éloignait évidemment de mes convictions et souvent de mes valeurs. Mais moi, je pense aux électeurs. Je pense à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Je pense à ceux qui votent. Moi, je veux dialoguer avec tout le monde, vous savez. Donc, de la même manière, vous respectez les électeurs de la France Insoumise. Mais évidemment, il y a de nombreux députés de gauche, du Parti communiste, ou proches du Parti communiste, ou de LFI, des socialistes bien sûr, des centristes également, qui représentent les Outre-mer. Je ne peux pas nier ce dialogue. Encore une fois, tenter de trouver des solutions, dialoguer, bâtir des compromis qui soient utiles pour les Français, ça me paraît indispensable. Donc, je pense qu'il ne faut jamais, dans le sectarisme, j'entends parfois, y compris la violence. Non, j'entends parfois la violence, le sectarisme à mon égard. Mais moi, je ne veux pas me dévier de ma mission, mon rôle, surtout quand on est au gouvernement, avec l'expérience qui est la mienne, c'est d'avancer, c'est d'écouter. Moi, je suis un républicain. Être républicain, c'est pas tout confondre, bien évidemment, mais c'est d'essayer de rassembler sur l'essentiel. En tous les cas, ça a été le cas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au Sénat sur le budget des Outre-mer. Je le précise à nos auditeurs et téléspectateurs, ce n'est pas anodin qu'un tel budget augmente. On va rentrer dans les détails d'autres critiques, mais ça veut dire qu'il y a vraiment une attention portée aujourd'hui sur ces départements. Oui, bien sûr. Peut-être parce que le Premier ministre, avec l'accord du Président de la République, a décidé que ce ministère serait placé comme ministère d'État. Ça ne s'est jamais fait à ce niveau de la hiérarchie gouvernementale. C'est un ancien Premier ministre, donc ça m'oblige à réussir. Et puis ce sont des territoires qui représentent la France en grand, sur 5 continents, 3 océans. C'est une force, mais qui souffre, qui vivent avec en plus un sentiment d'injustice. Ils demandent du respect, puisqu'on parle de respect, on va en parler. C'est très important, parce qu'ils ont le sentiment d'une forme d'injustice, d'éloignement, avec des inégalités sociales et économiques, avec des taux de pauvreté beaucoup plus élevés que ceux de l'Hexagone. Donc, oui, il faut faire un effort, et ce budget de 3,5 milliards de mon ministère, mais c'est près de 25 milliards de l'action de l'État qui sont dirigés vers ces territoires, sur tous ces océans et ces continents. Oui, c'est la France en grand. Et puis, ce sont des citoyens très attachés à la France, à la République et à notre langue, oui, tout au long de l'histoire. Monsieur le ministre, parce que le plan d'urgence pour Mayotte, il est vrai qu'il comprend beaucoup de mesures très concrètes sur la reconstruction, sur l'habitat, mais une critique vous a été faite, et elle vient aussi de certains élus, justement de Mayotte. Je pense à Estelle Youssoufa, sur le fait que ce plan n'intègre pas la problématique de l'immigration, de la submersion migratoire de l'île. Comment expliquer, alors que vous-même et le Premier ministre en a parlé lors de sa déclaration de politique générale, qu'il n'y ait rien dans ce plan sur l'immigration? Mais parce qu'il faut travailler avec méthode. Il y a une première loi d'urgence qui vise... C'est pas l'urgence? Si, bien sûr, mais qui vise à accélérer toutes les procédures. Puis il y a une deuxième loi que je présenterai au mois de mars, j'ai encore évoqué hier au Sénat, avec les 2 sénateurs mahorais notamment, qui va être la plus sur le moyen et le long terme. C'est vrai sur l'immigration, je vais y revenir, la sécurité, l'éducation, le développement économique. Il va y avoir un établissement public qui va être le bras armé de l'État et des collectivités territoriales pour reconstruire et refonder Mayotte, une zone franche pour l'économie. Et nous avançons déjà sur l'immigration. Il va y avoir une proposition de loi DLR, notamment, dans quelques jours, qui va être débattue, qui va permettre aussi de restreindre le droit du sol. Restreindre, monsieur le ministre, ça veut dire que vous êtes pour la limitation, pas la suppression? Mais la suppression oblige un débat constitutionnel, peut poser un problème d'égalité. Pour ma part, je suis très sceptique. Mais en revanche, nous pouvons avancer sur ce sujet, lutter aussi contre les faux certificats de paternité. Mais le vrai sujet, vraiment, on ne reconstruira pas Mayotte si on ne règle pas 2 problèmes, celui de l'immigration irrégulière et celui de l'habitat illégal, et si nous ne créons pas les conditions d'un rapport de force avec les Comores. Donc, sinon, en effet... rapport de force avec les Comores? Ah oui, parce que sinon... Là encore, on va voir les moyens, au-delà des paroles. Alors, il y a des moyens qui sont
mises en œuvre. Gérald Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur, avait parlé d'un rideau de fer. Oui, il faut. Sinon, on n'y réussira pas dans une population qui a beaucoup souffert du cyclone, d'une tempête encore tropicale il y a quelques jours, de la pauvreté. Donc oui, il faut à la fois investir, il faut régler le problème des bidonvilles. C'est pas facile, mais nous n'avons pas d'autre choix et il va falloir reconduire beaucoup de monde à la frontière. La population de Mayotte, la moitié est étrangère, dont une grande partie sont des illégaux. Aucune région, aucun département d'outre-mer ou de l'Hexagone ne pourrait supporter cela. Donc oui, moi je suis pour une très très grande fermeté sur ce sujet-là. On ne réglera pas l'avenir de Mayotte sans régler le problème de l'immigration illégale. Monsieur Valls, je voudrais, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, revenir évidemment sur la principale actualité qui est cet accord de cessez-le-feu et sur les otages entre Israël et le Hamas. Par la voix de la France, on apprend qu'il n'y a pas de certitude sur le sort de nos 2 otages franco-israéliens. Vous avez été très impliqué, vous l'êtes toujours, sur évidemment cette situation et celle des otages. Vous n'avez également pas d'autres informations, canal d'information, contact bien avec sûr. Ces familles. On voit ces images, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi, évidemment. J'ai tellement rencontré les familles des otages. Je compte des amis que j'ai rencontrés il y a déjà très longtemps, des familles de bédouins israéliens. Ils sont morts, leurs enfants, leurs proches. Il y a beaucoup de souffrance. Et c'est la raison pour laquelle je reste profondément attaché d'abord au combat contre l'antisémitisme et la haine des Juifs et d'Israël qui s'est répandue dans le monde. Et je reste très attaché à ce que représente Israël pour nous, en première ligne face à l'islamisme et pour défendre la démocratie et nos libertés. Merci Manuel Valls, c'était votre grand entretien. Bonne journée à vous. Merci.